Tu peux te mettre là, il y a des places, tu peux te cacher ici. Ok, je vous propose de commencer parce que comme ça fera venir les retardataires. Donc bonsoir à tous. Merci. On est ravis de vous avoir ce soir. Je m'appelle Bertrand. Je gère le wagon avec Sylvain, qui est là-bas, que vous verrez intervenir tout à l'heure. Alors déjà, juste à main levée pour savoir qui vient pour la première fois à un meet-up, à un event au wagon. Ok, donc pas mal de gens. Donc on est ravis que Comet nous fasse venir chez nous. Alors, pour commencer, je vais juste faire une petite introduction sur le wagon rapidement, comme ça va occuper quelques minutes le temps que les gens arrivent. Donc ici, vous êtes dans les locaux du wagon, vous êtes ici dans la salle de cours du wagon. Le wagon, qu'est-ce que c'est? C'est un bootcamp pour apprendre à coder. Globalement, c'est une formation de 2 mois très intensive qui a pour but d'apporter un savoir-faire technique à des gens qui veulent entreprendre dans le domaine de la tech, qui se disent qu'ils n'ont pas le savoir-faire technique pour concevoir leur projet, pour faire leur prototype, ils n'ont pas l'autonomie pour collaborer et challenger leurs équipes de développeurs. Et du coup, on a tous ces gens qui viennent au wagon, et le but c'est de leur apporter un savoir-faire technique à tous ces gens qui veulent créer des idées. Il n'y a pas que des entrepreneurs du tout, vous allez voir après. Donc pour ça, on leur apprend à concevoir un projet réel. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 28 wagons à travers le monde, il y a plus de 1200 produits qui ont été créés au wagon depuis sa création il y a 4 ans. Il y a plus de 20 millions d'euros qui ont été levés par des startups issues du wagon. Les gens qui ont fait le wagon, ils bossent dans quoi concrètement? Ils bossent dans des grandes boîtes comme ça, vous les connaissez à peu près toutes, je pense. Et puis aussi dans tout un tas de boîtes à travers... Alors tout ça c'est des boîtes bordelaises, Merchant, Poetis, Sazandou, Cdiscount, Equilibre, DreamUp, Internet. On a des gens qui bossent dans toutes ces boîtes. Quelques exemples de gens qui ont fait le wagon. On a Olivier, il a fait une école de commerce et puis maintenant il a créé la pile de kudos au wagon, il a levé 1,2 million d'euros avec ça, puis après il a revendu au bon coin. Un autre Olivier qui bosse chez Stripe, après son école de commerce, direction opération pays. J'en ai 21. Émilie, qui elle était prof d'anglais, qui après le wagon est devenue développeuse. Léa, qui fait une école de pub en l'occurrence, et de digital account manager. Florian, qui est UX designer. Louise, qui est voice designer, donc ça c'est en gros c'est elle qui travaille avec tout un tas de tech, avec une équipe géniale dans une boîte top qui s'appelle DreamUp et qui travaille à faire en sorte que quand vous parlez à des choses comme Siri, Alexa ou Google, et son boulot c'est de faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et du coup elle fait ça avec tout DreamUp, qui sont numéro 1 d'ailleurs sur l'interaction des services vocaux en langue française, ils sont basés à Bordeaux. On a plein de gens qui sont devenus product managers comme Renan et des gros hackers comme Jérémy. Voilà tout un tas de types de parcours d'investisseurs que l'on peut avoir après le wagon. Beaucoup d'entrepreneurs, Kitry qui a levé 500 000 euros avec Skello, qui est une boîte pour gérer les plannings des gens dans le domaine de la restauration. Antoine qui travaille sur les remplacements dans le domaine de la santé, il a levé 1 million avec Mango. Ilias qui a levé 1 million avec Vestigo, une boîte dans le chatbot, et il y en a plein d'autres, mais je vais passer sur tout ça. On a la chance d'être élu meilleur bootcamp au monde depuis 2-3 ans maintenant. Le wagon, concrètement, c'est 2 mois ultra intensifs pour avoir des nouvelles compétences, dans l'état d'esprit, des nouvelles opportunités. Au wagon, on apprend tout ça, parce que quand on conçoit un produit, c'est pas juste le coder, c'est comment on va le réfléchir, comment on va réfléchir à qu'est-ce que l'on veut produire, comment on va le concevoir, comment on va le rendre beau et intuitif et comment après on va le réaliser en codant. C'est tout ça qu'on apprend au wagon. Les premières semaines sont assez difficiles, mais ça finit par fonctionner. On a une nouvelle session là, qui a commencé il y a 3 jours, donc là je pense qu'ils sont dans l'étape où ils tapent sur le GIF animé qui tape sur l'ordinateur, mais après ça devrait connecter. Voilà le programme, ça ressemble à ça, il y a des hauts, il y a des bas, si vous avez des questions sur ça, je serais heureux d'échanger avec vous après, donc n'hésitez pas à... Alors là ils sont là. Ils sont là. Bientôt vous serez là. Bon, on en reparlera. Un jour au wagon, c'est de 9h à 19h tous les jours, pendant 2 mois. Si vous avez des questions sur ça, je serais ravi d'échanger avec vous après. Un prof pour 8 élèves, une pédagogie avec une plateforme, des accès avec tous les cours en présentiel, il y a également des vidéos. Et des ressources à travers le monde. Et pour intégrer le wagon, il faut absolument avoir fait sur Code Academy la track en Ruby, comprendre l'anglais,
avoir un Mac ou un PC sur lequel on peut installer Ubuntu et faire du travail prep work. Les prochaines rentrées, c'est le 7 janvier et le 1er avril, et je vais m'arrêter là pour la présentation du wagon. Donc maintenant, est-ce que ça a fait venir les retardataires? Je vois qu'il y a quelques nouveaux visages qui sont apparus. Donc sans plus attendre, je te passe la parole. Ouais. Merci beaucoup. Merci au wagon de nous recevoir. Je suis Valentin, cofondateur de Comet. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'émergence du freelancing. Comet est né et c'est le fruit de l'émergence du freelancing, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup jusqu'à présent de sociétés de services qui travaillent avec des consultants salariés. Ce modèle fonctionne très bien et fonctionnait très bien. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les freelancers et ce modèle de société de service n'est pas adapté au modèle du freelancing. Et pour bon nombre de freelancers, il faut passer par une société de service pour atteindre des missions en grand groupe notamment. Pour ceux qui ne connaissent pas, Comet est une plateforme qui connecte des freelancers tech et data avec des missions en start-up mais aussi en grand groupe. La vision de Comet, c'est de pouvoir créer un modèle hybride entre la liberté du freelancing et la sécurité du salariat à travers justement une troisième voie qui est justement ce nouveau modèle de freelancing que Comet prône à travers cette plateforme et à travers une communauté qu'on bâtit tous les jours pour bien sûr aider, protéger les freelancers et bien sûr leur trouver la mission de leur rêve. Je serai là à l'issue du talk de Damien pour répondre à toutes les questions et je vais laisser la main à Damien. Bonsoir, moi je suis Damien Buty, donc je suis anciennement freelance de 2010 à 2017 et maintenant développeur back-end et tech évangéliste auprès de Comet. Donc ce soir je vais vous faire une petite présentation sur un petit peu l'évolution du monde du freelance entre l'époque où j'avais commencé et l'époque qu'on vit aujourd'hui et un petit peu l'émergence de ce que j'aime appeler le mouvement freelance, un petit peu comme les mouvements ouvriers qu'on a vu au début du XXe siècle. Donc pour un mouvement, pour commencer, il nous faut des fournisseurs. Et donc des fournisseurs de matières premières, parce que les matières premières du freelance, au tout début, c'est bien sûr des services bancaires, des services d'assurance et des services de comptabilité. C'est ça qui permet juste à sa boîte d'exister, de passer de 0 à 1. Moi, quand j'ai commencé, alors les banquiers, les assureurs et les comptables, leurs clients principaux, c'était des restaurateurs, c'était des commerçants, des agriculteurs et des artisans. Donc bien sûr, ils avaient zéro service spécialisé par rapport à ce que je faisais. Ils n'avaient aucune expertise sur ce que je faisais. Et donc, ils étaient souvent de mauvais conseils. Et ça, c'était un peu le premier danger qui guettait un freelanceur à l'époque. C'était les mauvais conseils. Dès le premier jour, le risque, par exemple, de se faire conseiller un mauvais statut légal ou une mauvaise position salariale qui pouvait vraiment vous flamber votre boîte en quelques mois ou en quelques années. Donc, on avait une situation très fragmentée qui faisait que c'était impossible de designer des solutions à l'échelle qui pouvaient résoudre les problèmes de tout le monde. Donc ça, c'est une situation qui a beaucoup changé en 2018 parce que maintenant, on a un écosystème de fournisseurs en fait, qui est super sharp sur nos problématiques. Donc je ne vais pas vous faire la liste en entier, mais on a des Shine par exemple qui vont vous fournir le compte pro, mais aussi vous aider à créer votre statut. Donc ils bossent, notamment auto-entrepreneurs, ils bossent beaucoup avec les riders et les drivers Deliveroo. On a des Conto, on a des Alan, donc c'est des services qui sont full web, qui sont extrêmement simplifiés, qui enlèvent toutes les frictions qu'on avait dans le monde d'avant. On a des services comme WeMind. Alors WeMind, c'est mes petits favoris. Eux, l'idée, c'est de faire comme un comité d'entreprise pour les freelances. Donc vous vous inscrivez chez eux et ils vont vous fournir des assurances pro, une mutuelle, mais aussi une continuité de revenus pour quand vous ne pouvez pas travailler. Et par exemple, ils peuvent se porter garant pour vous si vous voulez louer ou acheter de l'immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui change énormément la situation parce que c'était des choses qui étaient impossibles il y a 10 ans en tant que freelance.
Les principes de design donc, de ces services, premièrement, c'est que le freelance devrait être aussi simple que le salariat. Et deuxièmement, c'est que le freelance devrait être aussi sécurisé que le salariat. Ils arrivent à ça à travers une culture de best practice, c'est-à-dire qu'ils vont standardiser les statuts légaux et les positions salariales pour arriver à des solutions qui sont standardisées pour tout le monde. Et donc avoir une population unifiée comme ça, ça permet d'avoir un levier qui est meilleur face aux fournisseurs, face aux administrations, ça permet de négocier collectivement et d'obtenir des meilleures conditions. Donc, une fois que vous aviez votre statut, votre entreprise qui était montée, il fallait accéder aux missions. Alors moi, quand j'ai commencé, Pôle emploi s'appelait encore la NPE, et la NPE et l'APEC, c'était un peu les grandes plateformes où on allait chercher des missions, mais bon, bien sûr, c'était tout mélangé, quoi. C'était des trucs qui n'étaient pas du tout technophiles, et donc on avait des positions de tourneur-fraiseur qui côtoyaient les positions d'ingénieur aérospatial, et au milieu, une mission de Java J2E pour un développeur comme moi. Donc ça a vite évolué, on a vu des plateformes comme Monster arriver, qui étaient déjà bien plus utilisables déjà pour l'utilisateur moyen, mais qui commençaient aussi à faire la différence entre différents métiers. Et la transformation finale de ces plateformes, c'est des plateformes comme Comet, dont je fais partie, comme Malt, comme Yoast, qui sont un peu nos concurrents principaux, où là, en fait, on est dans un monde qui est dédié entièrement au freelance tech. Et donc là, c'est aware, c'est-à-dire que ça sait quel langage vous faites, quel titre vous avez, donc, que ce soit développeur back-end, product manager ou quoi que ce soit. Et c'est capable de vous lier directement avec le client. Si je dis ça, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de poster des listes d'offres, en fait, ils vont aussi vous proposer une contractualisation. Et cette contractualisation, elle va être unifiée et elle va être juste, pas juste dans une espèce d'idéal, mais en fait juste parce que chaque freelance à l'avance peut consulter les conditions de chaque plateforme et décider de celle qui lui correspond le mieux. Alors, toutes ces plateformes, elles permettent aussi un accès qui est beaucoup plus juste aux missions. Parce qu'à une époque, donc, 100% des grands clients chez qui vous pouviez travailler ne bossaient qu'avec des compagnies référencées. Donc pour être référencé, alors moi à l'époque c'était totalement impossible pour moi, parce qu'il y avait des conditions de revenus annuels minimum, de nombre d'employés dans l'entreprise. En fait, les grandes entreprises essayaient de se protéger du risque face au travail freelance. Du coup, les plateformes, elles allaient lister principalement des missions qui étaient postées par les grandes SS2I et toutes les chaînes de sous-traitants qu'il y avait en dessous. Alors il faut savoir aussi que c'était une époque où dans les grandes SS2I, justement, la plupart des profils qui étaient un peu solides, ils quittaient leur job. Et ils commençaient à monter soit des startups, soit des entreprises concurrentes, ou à passer freelance, bien sûr. Donc tout ça, ça créait des avantages un petit peu injustes sur le marché. Et c'est un écosystème qui allait avoir des pratiques vraiment très opaques, quasiment cheloues. Donc on allait voir des kickbacks, donc ça c'était quand une SS2I par exemple allait faire des gros cadeaux au directeur des achats quand les appels d'offres glissaient dans son sens. On allait voir de la sous-traitance cachée. Moi, toutes mes premières missions, je devais cacher pour qui je bossais. Je devais remonter la chaîne de 1 ou 2 sous-traitants et dire que je venais d'une entreprise plus haut qui n'avait pas sur le papier le droit de me sous-traiter son travail. Et on avait le jeu des favoris, bien sûr, c'est-à-dire quand à l'époque, les directeurs commerciaux des SS2I aussi quittaient leur job et ils passaient directeur des achats dans les grandes entreprises. Donc on se doute bien dans quelle direction le business allait glisser dans ces conditions-là. Aujourd'hui, c'est une situation qui a pas mal changé. Déjà parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont assoupli leurs conditions d'achat. Donc ils vont être accessibles à des acteurs qui sont bien plus petits et qui sont bien plus démocratiques, on va dire. Ensuite, il y a un poste qui s'est un petit peu démocratisé, c'est le CFO, donc Chief Freelance Officer, qui va être une personne dans une grande entreprise qui se charge de centraliser toute la contractualisation des freelances. Et donc, il va avoir une infrastructure interne pour porter le risque, finalement, de faire bosser des entreprises qui sont souvent unipersonnelles. Alors, il y a un autre facteur qui a changé tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un turnover technologique qui est énorme. Donc, les nouvelles techno, elles naissent, elles meurent très rapidement. Dans l'année, on voit des frameworks émerger puis redescendre. Et ça, c'est en train de tuer tous les projets legacy. Et il faut savoir que ces projets legacy, c'était un peu le moyen que les grandes SS2I avaient de garder la mainmise sur un client, finalement. Parce qu'ils avaient tellement de développeurs qui étaient positionnés en maintenance sur ces projets-là que ça leur donnait forcément un poids commercial qui était un petit peu injuste.
Donc vous avez votre entreprise, vous avez accès aux missions maintenant, mais vous avez aussi accès à des deals plus justes. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, l'accès même aux grandes SS2I était très difficile. Pour un freelance solo, alors moi, j'avais pas un profil très très solide, je pouvais pas aller voir Atos et leur demander de me positionner en mission. Donc souvent, ce qu'il allait falloir faire, c'était se placer au fond d'une chaîne de sous-traitants qui contractaient les uns en dessous des autres. Mais bien sûr, chacun prenant une marge, et bien moi, je me retrouvais avec un TJM qui était complètement cannibalisé. Et je pouvais repartir avec seulement 40-50% de ce qui avait été négocié au client final. Pour quasiment aucune valeur ajoutée. Parce que moi, tous ces prestataires qui étaient au-dessus ne faisaient pas de gestion de projet pour moi, ils ne m'aidaient pas du tout dans l'exécution de ma mission. Et il y avait un autre problème dans les deals qu'on signait à l'époque, et surtout en France parce qu'on a été très laxiste sur ce sujet-là, c'est que les clients, typiquement, ils allaient vous payer à plus 30, à plus 60 ou à plus 90 jours. Donc dans un contexte où en plus à l'époque les missions étaient très centralisées à Paris, pour un mec solo à Bordeaux, partir en mission ça voulait dire je fais mes valises, je trace à Paris, je loue un appart et je serai payé si j'ai de la chance dans 2 mois. Donc le mec qui se baladait pas avec 10 ou 15 000 balles dans son compte, c'était tout simplement impossible de commencer à travailler. Ça c'est une situation aussi qui a énormément changé depuis. D'une part parce qu'aujourd'hui le standard qui émerge c'est de passer par un seul intermédiaire, voire même par aucun intermédiaire parfois, parce qu'il y a des plateformes qui ne se placent pas comme intermédiaire. On a aussi les paiements à la fin du mois qui sont devenus très communs. Alors ça passe par une pratique qui est vieille comme le monde, qui est l'affacturage. L'affacturage c'est un fournisseur de services tout simplement qui, en échange d'un petit pourcentage d'une facture, va vous la payer à son émission. Et ensuite, au bout de 30, 60, 90 jours, c'est lui qui va se charger de faire le recouvrement auprès du client. Donc ça, c'est devenu très standard sur les plateformes modernes. En plus, les plateformes maintenant, souvent, vont vous garantir le paiement. C'est-à-dire que même si le client le comptable n'est pas là le jour des plus 60 jours, ils vont se charger quand même de vous garantir le paiement. Et il y a aussi énormément, donc j'ai mis Umbrella Company en anglais, c'est en fait le portage salarial. Maintenant, la plupart des fournisseurs de portage salarial vont vous payer aussi votre salaire à la fin du mois et pas attendre que le client ait payé. Donc, un autre problème qui existait à l'époque, pour un freelance solo qui était par exemple pas à Paris, c'était l'isolation. Alors l'isolation, ça a mené à des erreurs qui pouvaient être vraiment cruciales, surtout au démarrage. Ça a amené à du mauvais conseil, pas forcément par des acteurs toxiques, mais par des acteurs qui tout simplement n'étaient pas assez experts pour les conseiller. Et ça a amené à un équilibre de pouvoir qui était totalement toxique. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des acheteurs et des vendeurs entre lesquels il y avait un différentiel d'information tellement fort que le vendeur tout simplement se faisait écraser. Le problème, c'est que dans la culture tech, on a toujours eu un aspect communautaire très fort. Alors ça vient peut-être de l'open source, ça vient peut-être de la culture hippie dans la Silicon Valley. Toujours est-il que les développeurs se sont toujours énormément réunis en communauté et que maintenant c'est devenu trivial de le faire en plus avec tous les réseaux sociaux qui existent. Et ça permet aujourd'hui de partager des best practices, de partager des conseils légaux, des conseils de comptabilité et même d'aller dans la granularité et de partager des conseils de vente, de relations clients, de pricing pour permettre à chacun de se positionner au mieux. Donc on parle vraiment d'un écosystème qui a basculé dramatiquement pendant la dernière décennie. À l'époque, il faut se souvenir que la forme de vie dominante, c'était le salarié qui vivait dans un monde pyramidal, c'est-à-dire que lui souvent allait bosser pour une SS2I locale, qui elle-même allait être sous-traitante d'un leader de vertical, ou que ce soit des fournisseurs de matériel spécialisé ou de matériel informatique. Et ces leaders de vertical, eux-mêmes, étaient sous-traitants de grandes SS2I nationales. Donc on allait avoir un Atos ou un Capgemini en haut qui centralisait tout le business qui sortait de Paris et qui le faisait glisser le long de la pyramide, avec le freelance tout en bas. Aujourd'hui, ça marche plus trop parce qu'il y a plus de missions que de talents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, pour embaucher les bons talents dans une grande entreprise, c'est un cauchemar. C'est une situation qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Parce que forcément, le wow factor qu'il y avait, il n'existe plus trop. Et aujourd'hui, personne ne va se rouler dans la boue parce que sur votre CV, il y a 1 an chez EDF ou 2 ans à la SNCF. En plus, il y a un aspect, c'est qu'avant, ils bossaient qu'avec des entreprises référencées et ça leur garantissait quand même l'accès à des mecs très très solides. Mais aujourd'hui, un mec qui est très très solide, il ne va pas rester toute sa vie dans une SS2I. Il va souvent, toujours pareil, soit monter une start-up, soit partir en freelance,
ou même aller auprès d'une SS2I plus petite, plus humaine, dans laquelle il peut négocier plus finement sa situation. Donc, les deux conséquences visibles vraiment de cette bascule qui s'est passée, c'est la montée du freelance et c'est aussi la montée du remote. Pourquoi je parle du remote là? Parce que pour moi, le remote, c'est vraiment le marqueur du rapport de force sur le marché. À chaque fois que le marché est vraiment en faveur des vendeurs, eh ben, les conditions vont s'assouplir parce que les boîtes sont vraiment assoiffées d'accéder aux talents et donc elles vont accepter des conditions plus souples comme le remote. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon point de vue, un peu limité sur l'évolution qu'il y a eu sur notre marché depuis que j'avais commencé à l'époque en 2010. Je vais finir juste sur un petit segment, en fait c'est un peu mes conseils pour démarrer, un peu bootstrapper sa carrière en tant que développeur aujourd'hui. Donc pour le mec qui n'a pas de diplôme et pas d'expérience, moi j'en vois de plus en plus qui arrivent à se positionner et qui arrivent à se monter des dossiers assez solides pendant quelques temps. Donc il y a le wagon qui leur permet des fois d'y accéder. Mais il y a aussi tout simplement les projets personnels. Et ça, je ne conseillerais jamais assez de se lancer dans des projets personnels parce que ça peut permettre de mettre le pied dans la porte pour vos premières interviews. Et c'est un bon showcase un peu de ce que vous avez de personnel, vos passions, vos hobbies et surtout votre détermination. Donc on ne parle pas là de reproduire Facebook dans votre salon, on parle vraiment de petits projets, mais qui arrivent finis, en production, sans trop de bugs visibles. Et bien ça c'est con, mais ça vous met déjà bien au-delà de beaucoup de candidats sur un entretien. Voilà, donc je conseillerais aussi de passer par la SS2I comme plateforme de lancement. Pourquoi? Parce que c'est sûr, si vous êtes en reconversion, vous allez sûrement prendre un gros hit de revenus, peut-être même accepter un stage rémunéré ou pas, mais ça va vous permettre d'accéder à des projets qui sont déjà vendus, chez des clients relativement prestigieux, et surtout dans une atmosphère qui est sécurisée. Donc vous allez pouvoir faire vos premières erreurs, vos premiers coups de génie, dans une atmosphère où vous ne risquez pas de vous casser la gueule à chaque minute. Donc vous avez fait ça, vous avez vos 2 premières années d'expérience. Maintenant, pour démarrer vraiment en tant que freelance, quelque chose que je conseille et qui est un peu controversé dans la communauté, c'est le portage salarial. Parce que pour moi, pour un débutant en matière d'entrepreneuriat, c'est un tueur de risque qui est sans pitié. Ça vous permet d'accéder à votre liberté. Alors c'est sûr, c'est un poil plus cher. Vous allez payer souvent à peu près 50% de votre facturation à votre porteur salarial. Mais finalement, si vous comparez votre situation en entreprise, ce n'est pas une différence énorme, surtout si vous comptez que dans ces 50%, il y a vos cotisations chômage, vos cotisations retraite, vous avez une situation à la Sécu qui est normale, etc. Et en plus, maintenant, ils proposent la plupart le paiement à la fin du mois, ce qui simplifie votre comptabilité énormément. Donc ça, pour démarrer en freelance, c'est un moyen un peu killer de démarrer sans risque. Et je recommande vraiment. Et pour finir dans les conseils, une fois que vous êtes légitime, vous avez bien construit votre CV, vous êtes reconnu dans votre espace, moi mon conseil c'est de choisir votre boss avec beaucoup d'attention. Parce qu'une mission pourrie d'1 an, c'est pas seulement un an de perdu. En 1 an, les technologies évoluent tellement que vous allez vous prendre un jet lag qui va être très dur à récupérer après. Donc je conseille vraiment de refuser plutôt une mission que d'accepter une mission qui est un peu foireuse au niveau des technologies. Et finalement, les conditions, je pense qu'il faut dicter agressivement ces conditions et qu'il vaut mieux refuser une mission qu'accepter un mauvais deal. Pourquoi? Parce qu'un mauvais deal, ça crée un précédent un peu pourri où vous, déjà psychologiquement, ça vous prépare à accepter d'autres mauvais deals par la suite. Mais en plus, collectivement, si on se met à accepter des mauvais deals, on passe le message que c'est OK de nous proposer des mauvais deals. Et je vais finir juste sur une note un peu personnelle, parce que c'est aussi un sujet, je trouve, dans nos métiers. C'est comment rester un bon freelance et comment devenir un killer. Moi, je crois qu'on est en train de quitter cette culture du surtravail qu'il y a eu pendant un moment, où surtout les personnes un peu jeunes, on n'était pas pris au sérieux si on n'était pas prêt à bosser 80 heures par semaine jusqu'à se rendre malade et à courir au burn-out. Donc moi, je vais vous dire, ce que je fais aujourd'hui, je veux le faire jusqu'à la retraite. À 60 piges, je veux être encore en train d'SSH en prod et de pousser du code. Donc, on a tous un devoir professionnel de se traiter avec un petit peu d'amour et avec un petit peu de douceur. Vous ne poussez pas au burn-out. Alors c'est sûr, on ne peut pas être un bon freelance si on ne sait pas travailler dur,
mais vous ne serez jamais un killer si vous vous faites un burn-out à 28 ans et que vous partez dans le Larzac et lever des chèvres. Voilà, donc merci de votre attention. Ça, c'est mes coordonnées. Moi, je suis donc Damien Buty, tech évangéliste chez Comet. Et vraiment, le message personnel que je voudrais vous laisser, c'est que si vous avez des interrogations, des peurs, des angoisses sur le sujet, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Et j'ai toujours un petit peu de temps à consacrer pour aider les gens dans ce parcours-là. Et bien sûr, si vous faites partie de la communauté Comet déjà, moi c'est Dame-Buty sur le Slack de Comet. Et n'hésitez encore moins parce que vous êtes mes petits chouchous. Je suis toujours là. Merci, bonne soirée. Et je laisse la parole à Sylvain. Bonsoir. Alors du coup, moi je vais être beaucoup moins global et je vais faire que parler de moi. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Sylvain, j'ai bientôt 32 ans. Je suis développeur freelance depuis 2008. Je m'étais même créé une petite entité, voilà, qui m'ensemble un peu. Et depuis 3 ans, je gère avec Bertrand, qui vous a introduit le wagon, le web. Tout en continuant à faire des missions en freelance de façon un peu plus discrète, parce que le wagon ça prend un peu de temps quand même. Du coup, je vais vous parler vraiment de ma vie, ça va vraiment être ça. Donc, mon parcours c'est quoi? J'ai fait quelques années d'études dans l'informatique, pas dans le web, donc j'ai vu des trucs assez chiants pour moi, personnellement. J'ai fait quelques stages et une année de contrat pro en entreprise, où là j'ai vraiment pu me confronter au salariat. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc, d'où l'image. Pendant cette année en alternance, j'étais dans une boîte que je ne nommerai pas, qui gérait beaucoup de données, et avec des technos qui n'étaient pas forcément ouf à l'époque. Et du coup, à ce moment-là, est sorti, on entendait parler du NoSQL, qui était une technologie qui allait tout révolutionner, qui peut-être pouvait aider cette entreprise à gagner du temps et donc de l'argent, toujours intéressant. Et j'avais été voir mon chef, et je lui en ai parlé, donc de NoSQL. Sa réponse a été, moi je connais SQL, s'il y a No devant, je connais pas. Voilà, ça a été un peu un déclic pour moi. Je me suis dit, la hiérarchie, ça peut être cool, mais là, pour le coup, cette expérience-là me satisfait pas. Je suis un petit peu resté là-dessus, et je me suis dit, je pars à l'aventure. Voilà. Et donc, en octobre 2008, je me suis lancé, un peu avec mon bilboquet et mon couteau, juste après mes études, du coup. J'avais pas grand-chose à perdre, plutôt tout à gagner, on va dire. Et avant ça, j'avais des petites expériences, des petits sites faits un peu sous le manteau. J'avais fait beaucoup de recherches quand même de mon côté. J'aime beaucoup ça, donc quand on aide, on compte pas et puis on passe des heures sur l'ordinateur à gratter Internet. Donc beaucoup d'apprentissage en amont en autodidacte, même si j'avais appris quelques trucs d'informatique pendant mes études, et beaucoup d'expérimentation. Mais surtout, en fait, ce qui me donnait envie de me lancer à mon compte, c'était la passion, vraiment, et l'envie de faire ça, quoi. Maintenant, je vais vous parler des erreurs que j'ai fait au début, parce que j'en ai fait un pacasse. Je pense que je ne les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait des bien sales. La première que j'ai faite, c'est rester à attendre chez moi, à regarder mon téléphone et attendre qu'il sonne, parce que j'en avais parlé à 2-3 personnes, et je me disais, c'est sûr, ça va prendre, quoi. Et en fait, ça marche pas bien. J'ai testé pendant 3 mois, du coup, je pense que le test était concluant, ça ne marche pas. Donc, ne pas parler de ce que je fais autour de moi, c'est juste une connerie. Il faut sortir de chez soi, il faut s'intéresser aux gens, les gens vont s'intéresser à vous, et peut-être vous allez avoir un petit contrat derrière, ça peut être cool.
pour moi, l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, c'est vraiment ne pas savoir dire non quand il le fallait. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est juste hardcore, mais voilà. Une cliente à qui je n'ai jamais su dire non, rien de ouf, vous inquiétez, mais en fait, elle s'est retrouvée à m'appeler à 23h parce qu'en fait, sa fille, elle est fuguée, elle était en pleurs, et voilà. Donc là, c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être que j'aurais peut-être dû dire non à un moment donné quand même. Bon, ça c'est un peu chiant, mais bon voilà, ça fait des histoires drôles à raconter lors de conférences 10 ans plus tard. Mais il y a d'autres trucs qui sont un peu relous que peut-être certains d'entre vous ont vécu. Par exemple, un truc du genre, on n'a pas trop de budget, mais ça te fera de la pub. Celle-là, je ne l'ai pas faite. On n'a pas de budget sur ce projet, mais on aura d'autres projets à proposer plus tard qui seront mieux payés. Là, je me suis fait avoir. Et aussi des trucs du genre, je ne te paye que si le résultat me plaît. Là aussi, je ne me suis pas trop fait avoir, mais je suis des gens qui se sont bien fait entuber. Les autres points un peu qui m'ont fait du mal, c'était le syndrome de l'imposteur. En mode, ben ouais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, j'ai aucune idée de si je vais y arriver, si je ne vais pas y arriver, est-ce que je suis en train de vendre des trucs qui sont nuls ou pas. Et c'est important de savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. C'est un peu compliqué au début, mais bon, il faut se lancer, quoi. Deuxième erreur par rapport à ça, c'était des fois de ne pas trop me remettre en question, être un peu trop sûr de soi, et des fois prendre des projets un peu trop ambitieux. Bon, je ne me suis jamais vraiment trop cassé la gueule, heureusement, mais je pense que maintenant, avec la bouteille, je pense que ça m'arrivera pas. Je vais toujours prendre des projets beaucoup trop faciles. Une grosse erreur aussi que j'ai fait pendant bien 1 an et demi, ça a été de rester chez moi, de faire du lit au canapé, du canapé au bureau, et voilà, tourner comme ça, et avoir des horaires complètement décalés. Je me levais vers 15h du matin, me mettais une petite série histoire de commencer la journée tranquillement. Je me mettais à bosser un peu plus tard, puis je me douchais vers 23h. Et puis là, les copains me disaient, bon ben on va sortir boire un verre, qu'est-ce que tu fais? Je viens juste me mettre à travailler, donc je ne peux pas sortir de suite. Et c'est vrai que pendant 1 an, en restant à la maison, je suis devenu un peu un ours mal léché. Je sortais 1 fois par semaine pour aller faire les courses, c'était un peu bizarre. Et du coup, après, je vous donnerai des astuces moi qui m'ont permis en fait de sortir de chez moi et de rencontrer des gens et que tout aille mieux dans la vie. Du coup, maintenant, on va passer aux explications de comment moi j'ai fait pour avoir mes premiers clients. Donc, j'ai pas été à la lourde prier à la Vierge. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis sorti de chez moi et j'ai rencontré des gens. Voilà. Bon, pas ces gens-là, mais plutôt dans le milieu pro. Le premier truc que j'ai fait qui m'a vraiment un peu tout débloqué et m'a permis de rencontrer des gens formidables et qui m'ont aidé dans ma carrière, c'était aller rencontrer des gens qui... alors c'était en fin 2008 je crois, le statut auto-entrepreneur n'était pas encore sorti, il sortait en 2009. Et du coup il y avait une personne qui sur un forum disait moi je veux monter une espèce d'assaut, un collectif pour qu'on se renseigne ensemble sur ce statut qui va être créé et voir qu'est-ce qu'il y a à faire autour de ça, quoi. Et en fait, on avait fait un tour de table et chacun donnait un peu son métier. Et puis quand j'ai dit que j'étais développeur web, j'ai eu l'impression d'être un bout de viande. Et c'est comme ça que j'ai fait vraiment mes premiers clients. Ils avaient tous envie d'avoir un petit site pour montrer ce qu'ils savaient faire et se faire connaître. Et c'est là aussi que j'ai rencontré ma première binôme, qui était rédactrice web, qui avait déjà un petit carnet d'adresses. Et du coup, elle m'incluait un peu dans tous les projets. Et ça, c'était plutôt cool parce que j'avais rien à faire. Juste la suivre, et puis ça marchait pas. Et ensuite, donc, du bouche à oreille, ça marche plutôt pas mal. Et j'ai rencontré aussi des gens d'une agence web qui ont été vraiment géniaux. Ils m'ont permis de squatter dans ces magnifiques locaux, je crois que c'est... Voilà. Dans ces magnifiques locaux qui étaient super lumineux et super cool. Et du coup, ils avaient une certaine aura, ils m'ont fait rencontrer plein de gens, ils m'ont fait bosser sur leur projet, et du coup ça me permettait de gagner, commencer à gagner un petit peu ma croûte, quoi. C'est vraiment à partir de cette époque-là que j'ai commencé à plus manger des cailloux à la fin du mois. Et en fait, ces gens-là, je les ai rencontrés lors d'un événement, et ça me fait une super transition. Ça, c'était le truc
qui vraiment m'a fait un déclic, c'est que je me suis inséré dans des communautés tech. Je ne sais pas si tout le monde travaille dans la tech ce soir ici, mais il y a sûrement des gens qui font votre métier, qui vont peut-être avoir des clients, des choses à échanger avec vous, et c'est super intéressant. Et voilà. Et j'avais fait un meet-up donc, sur une technologie qui s'appelle AngularJS, qui était assez récente à l'époque. Personne n'en avait encore parlé sur Bordeaux. Et dans la semaine qui suivait, j'avais eu 2 nouveaux contrats par rapport à cette techno-là. Donc juste le retour sur investissement, c'était juste génial. Il y avait 110 personnes dans la salle et je me suis fait un paquet de trucs. Donc ça, c'est un vrai conseil. Allez rencontrer des gens dans votre milieu à vous et un peu en dehors aussi, ça marche plutôt très bien. Ensuite, il y a un grand bouleversement dans ma vie. Donc, je faisais plutôt du PHP, du WordPress. J'ai eu cette petite période Angular où j'ai vite été soigné. Et ensuite, j'ai découvert Ruby et Rails. Donc, ce sont les technologies qu'on fait ici au wagon. Il n'y a rien. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que ça a eu un énorme impact sur ma vie. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit ces technos, je ne les connaissais pas. Je me suis arrêté j'ai arrêté d'avoir des missions avec mes clients pendant 3 mois. Donc j'ai fait 0. Ma courbe de chiffre d'affaires est assez dégueulasse à ce niveau-là. C'était assez marrant. Et ensuite, aucun effet négatif sur mes prestats. Les clients me prenaient beaucoup plus au sérieux du fait d'avoir augmenté mes tarifs aussi. Et sur ces technos-là, c'était vraiment pas le même type de clients. Et surtout, j'avais des missions beaucoup plus sympas. Maintenant, je vais passer à quelques conseils, voire quelques compétences à avoir qui, moi, m'ont permis de pas trop galérer. Bon, ça a quand même pris 10 ans, hein. C'est long. Le premier truc que j'ai fait, vraiment, c'est donc sortir de chez moi, rencontrer des gens. Et le conseil que j'aurais à vous donner, c'est aller dans des espaces de coworking où vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez sûrement vous faire des potes, ça aussi c'est cool. Mais vous allez rencontrer des gens qui potentiellement peuvent vous apporter du travail et puis de la chaleur du vivre aussi, parce que c'est mieux d'être à plusieurs que tout seul quoi dans sa chambre. Moi, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de sortir? Parce qu'effectivement, je me levais à 15h du matin, c'était pas une super hygiène de vie. Et du coup, là, j'arrivais plutôt vers 11h dans ces espaces-là. Du coup, j'avais des journées à peu près normales et j'étais recadré sur une vie sociale à peu près normale. Donc se mettre un cadre, c'est pas mal. Un minimum de cadre. 11 heures minimum le matin. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, et moi qui m'ont pas mal aidé, c'est essayer de faire un point sur ses objectifs, ce qu'on a envie de faire, faire un point aussi sur ce qu'on a fait, histoire de ne pas trop rester déconnecté de la réalité, parce que des fois on est dans son tunnel, on fonce, et puis on relève la tête et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre et d'évoluer sans cesse. Donc j'ai déjà changé de technologie plusieurs fois. Dans chacune de ces technologies, j'ai toujours été un peu poussé les trucs au fond des choses pour voir si ça me plaisait vraiment. Et le statut de freelance, clairement, m'a permis de faire ces changements. Je pense que dans une boîte, soit le changement, il est drivé par le management qui décide que, en fait, maintenant, on ne fait plus sur la techno, on fait cette techno-là. Et là, c'est moi qui ai pu choisir vraiment les technos sur lesquels j'étais. C'est moi qui ai pu choisir mes outils. De toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse un choix. J'aime beaucoup ces images de stock photo. Autre conseil, c'est networker un minimum. Il y a des façons plus ou moins simples de le faire. Hein. On a tous vu dans des événements des gens qui, avant de tendre la main, tendaient la carte de visite. On n'est pas forcément obligé de faire ça. On peut juste aller à des événements, parler aux gens, s'intéresser à eux, et puis il y aura une réciproque. Et ça peut être pas mal. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai sympathisé et qui ont abouti sur un contrat. Et c'est non négligeable, vraiment. Autre conseil que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place. Hier encore, je m'amusais à regarder des vieux mails que j'échangeais avec des clients. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas parler à des gens comme ça. Apprendre à communiquer, vraiment, c'est très important. Et ça va de pair avec, pour moi, un truc qui est super important, qui est l'adaptation, en fonction de la personne que vous avez en face.
Un autre truc que j'ai su apprendre aussi par la force des choses, qui ont tout changé, c'est impliquer le client dans la conception d'un projet, histoire que ça soit son idée ou qu'il le croit. Et ça marche plutôt pas mal. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir combien on coûte. Alors ça peut paraître super compliqué, mais en fait, avec les ressources qu'on a aujourd'hui sur Internet, on a beaucoup de plateformes où on voit plein de gens qui se vendent, et on voit à quel prix ils se vendent, on voit leur expérience, et du coup, on peut à peu près estimer, nous, combien on vaut par rapport à ça. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait un calcul scientifique qui ne donnait rien du tout, et je crois qu'après, j'ai un peu choisi au doigt mouillé, et puis ça a marché, quoi. Ça va faire une estimation. Quand on est freelance, c'est super important. Et ne pas se planter là-dessus, parce que sinon, on se retrouve à bosser gratos. Parce que le client, il avait dit un truc, on ne l'a pas noté, mais il faut le faire quand même. Et ça, c'est super compliqué. D'ailleurs, il y aura une conférence plus tard, je ne sais pas quand, où je vais essayer de m'étaler un petit peu plus sur des techniques que je n'ai pas inventées du tout d'ailleurs. Pour essayer d'expliquer un petit peu moi ma façon de faire, et jusque là je me suis jamais trop gaufré, donc ça va. En fait, pour faire cette présentation, évidemment, j'ai fait un peu de recherche, et du coup j'ai vu sur pas mal de sites que l'apparence était super importante, donc là je me suis bien habillé pour vous quand même ce soir, mais clairement mon meilleur rendez-vous avec un client, j'avais un t-shirt Batman. Et en fait, le mec m'a pris pour un geek, il s'est dit c'est un geek qui va faire le taf, parce que c'est un geek qui vient sur Batman, donc ça va le faire. Donc là aussi, c'est de l'adaptation en fonction du client. Évidemment, quand on va rencontrer un grand PDG, etc., ça fait moyen d'avoir un t-shirt Batman. Quoique, on ne sait jamais. Et de façon générale, vraiment, les trois mots-clés, si on devait résumer ces 10 ans-là, c'est l'adaptation, tout le temps. La résilience, parce que quand on mange des cailloux tous les mois au début de l'expérience, ça donne envie de devenir manager chez McDo ou autre, quoi. Et la ténacité. Vraiment, ce qui m'a permis de ne pas baisser les bras et de ne pas clore mon statut en disant, c'est vraiment que j'ai tenu bon. Voilà. Et pour finir, je voudrais dire, ça fait 10 ans, donc ça fera 10 ans, le 20 octobre que j'ai lancé ce statut. Je suis assez fier parce qu'il paraît qu'il faut moins de temps que ça pour que toutes les cellules du corps humain se renouvellent. Bon, je pense en vrai que c'est une connerie. Et du coup, c'est cool, c'est que peut-être que moi j'ai complètement changé en 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas changé d'activité et ça m'a mis toujours autant. Et c'est ça le bonheur d'être freelance, c'est que vraiment, si on s'en donne les moyens ou si on laisse le temps passer tranquillement, on peut faire vraiment ce qu'on veut de bout en bout. Et dernière chose, voilà, ça c'est mon logo. Et puis pour les 10 ans, je me suis dit que j'allais faire un nouveau logo. Et voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui s'est passé ce soir? Tout ça. Vous avez soif, en fait. Non, personne ne s'interroge sur Comet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Alors Comet, c'est une jeune start-up créée en 2016, en septembre 2016. À la base, on était 3 business managers en société de service. Et du coup, on était de l'autre côté. On était de l'autre côté de la barrière. Et on a remarqué quand même pas mal de problématiques liées au marché, aux sociétés de services, et on s'est dit, ok, comment on peut rénover ce marché par la tech, par le freelancing, et aussi en surfant sur
toutes les nouvelles technos qu'on peut avoir, c'est-à-dire toutes les technos liées à la data, pour créer un produit capable de matcher intelligemment des freelanceurs tech et data en moins de 48 heures avec des missions qui ont été au préalablement aussi sélectionnées et qualifiées pour proposer à nos freelances les meilleures missions. Et donc ça c'était la première brique de Comet. Du chemin, on a fait quelques kilomètres depuis, puisque maintenant on est 50. On a pour ambition d'aller à Londres et à Berlin sur l'année 2019. Et à travers ce produit, on a aussi créé donc, une communauté dont Damien évoquait tout à l'heure, notamment à travers Slack, où on a fait pas mal de partenariats pour justement mettre en avant le statut de freelance, sécuriser ce statut avec pas mal de partenaires tels que Alan, WeMind, pour bien sûr proposer une mission à nos freelanceurs, mais pas que, puisqu'il y a plein de freelanceurs qui ne sont pas forcément dans la communauté Comet pour trouver une mission, mais qui sont là aussi pour accéder à tous les services qu'on peut leur proposer. Voilà, je ne sais pas si j'étais plus clair. Ouais. Au niveau des missions, vous avez plutôt des missions parisiennes, j'imagine, bordelaises ou c'est ça? Alors, il est vrai qu'on a démarré à Paris, donc les missions se sont focalisées sur Paris. Nous, on a pour ambition, et c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de prôner le remote, de mettre en avant le remote pour faire bénéficier aux freelanceurs de la communauté qui sont en dehors de Paris des missions parisiennes ou ailleurs. On développe aussi pas mal de clients en dehors de Paris. Donc effectivement, il y a une majorité de missions aujourd'hui qui sont à Paris, même si on a une croissance des missions remote. Donc on fait profiter beaucoup de nos freelanceurs. J'ai le chiffre 15% des missions qui sont remote et donc pas forcément des freelanceurs parisiens. Donc c'est un des forts objectifs de Comet, c'est de convaincre la Société Générale, de convaincre tous les grands groupes qui sont à Paris globalement, où toutes les DSI sont à Paris, de soit travailler avec des espaces de coworking qui sont en province, ou soit accepter du remote. Vous prenez une marge ou un pourcentage sur les missions que vous confiez à vos freelances ou... Ouais. Alors en fait, aujourd'hui, le système évolue. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous nos freelanceurs fixaient leur taux sur la plateforme. Ensuite, on mettait directement, parce qu'on n'intervient pas dans la relation entre le client et le freelance. Quand le freelance et le client se mettaient d'accord, on ajoutait notre commission qui est de 10% sur ce TGM. Donc la commission est payée par le client. On change un petit peu de modèle dans le sens où aujourd'hui on a un produit qui a beaucoup grandi depuis 2 ans. Et donc on va vendre maintenant un SaaS à nos clients. Donc c'est un système de licence comme LinkedIn pourrait l'être. Donc nos clients vont payer des licences Comet. Ça sera toujours complètement gratuit pour les freelanceurs. Et il y aura un fee, un pourcentage dégressif en fonction du volume qu'on fait avec nos clients. Voilà. Est-ce que vous avez un peu de tendance à déterminer justement la TGM, comment on parlait de financier? Ouais. Alors on a créé des simulateurs en fonction des missions passées avec Comet, en fonction des TJM et des expertises qu'on a dans la communauté. Donc on a aujourd'hui un simulateur qui est en ligne. On a aussi lors de l'onboarding, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur Comet, vous vous inscrivez avec un LinkedIn Connect et ensuite vous êtes appelé par quelqu'un de chez nous qui va vous expliquer comment on fonctionne, qui va vous aider à remplir votre profil et qui peut potentiellement aussi vous aiguiller sur le taux journalier. Voilà, donc, on a c'est de l'aide potentiellement humaine et aussi grâce à un simulateur. Juste une définition, c'est quoi un remote? Parce que là, Ouais, pardon. Le remote, c'est le travail à distance.
Donc voilà, donc c'est soit chez soi, soit en coworking. Comment vous évaluez les freelancers? Je me dis que les freelancers qui débutent, qui sont tout juste débutants, avec d'autres qui sont peut-être un peu plus expérimentés. Est-ce que vous avez une manière d'évaluer? Oui, alors on a durant les phases d'onboarding plusieurs phases de qualification, parce que le but c'est bien sûr qu'on propose à travers la plateforme Comet les meilleures missions à nos freelancers, mais c'est aussi qu'on propose des freelancers qui sont qualifiés pour les missions et notamment pour nos clients. Donc en fait on a lors de l'appel de l'onboarding, on va évaluer vos soft skills. Alors c'est pas rédhibitoire, mais c'est qu'on va potentiellement remarquer votre dynamisme, le mindset de nos freelancers. Ça c'était les premières étapes qu'on a gardées depuis la création de Comet. On est en train de travailler sur une qualification technique, qu'on appelle hard skills chez nous, mais la qualification technique, c'est jusqu'à présent, c'était des freelancers de la communauté qui étaient qualifieurs, qui étaient payés pour qualifier les nouveaux venus et pour accéder à des missions. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Sur le dernier quarter, on va lancer un nouveau programme de qualification où, par exemple, vous êtes développeur Node junior, vous allez passer un test Node, un exercice, une problématique de code, et ensuite vous allez être appelé et vous allez corriger, être questionné sur cet exercice avec un qualifieur qui lui aussi freelance de la communauté et qui a en fait le statut qualifieur dans la communauté. Donc ça c'est la V2 de cette qualification. Alors comme je disais tout à l'heure, dans notre communauté on va avoir des personnes qui sont qualifiées et qui souhaitent avoir une mission, et il y a toute une communauté aussi qui pour le moment ne souhaite pas être qualifiée puisqu'elle souhaite tout simplement bénéficier des services de la communauté, des gens. Voilà. Ouais. C'est quoi les services? Parce que du coup, ça va être à la plateforme, je ne sais pas que la communauté à la fin, du coup, en plus, Ouais. En fait, donc, le premier service en l'état, c'est d'être sur Slack et d'être avec une communauté de 2000 ou 2500 freelancers et pouvoir discuter, poser des questions. Ça, c'est le premier service. Il y a un service dont Damien discutait tout à l'heure, c'était le paiement, puisque en fait, le paiement chez notamment les grands groupes se fait à 30, 45 jours, 60 jours, et si on n'a pas de trésorerie, on ne peut pas aller chez ces grands comptes-là. Donc Comet paye à réception de facture les freelancers quand ils sont en mission. Et ensuite, on a pas mal de partenaires, comme Alan qui peut proposer une mutuelle. Donc on a des avantages avec chacun de ces partenaires. Conto, que vous devez tous connaître, qui est la néobanque, et vous avez 6 mois ou 1 an de gratuité sur les frais bancaires. Voilà, il y a tout un tas d'avantages qu'on a négociés avec ces partenaires, en plus bien sûr de l'activité première qui est de trouver une mission aux freelancers. Voilà. J'ai une question de JB de La Rochelle qui me regarde sur le live Facebook et qui me demande qu'est-ce qu'un tech évangéliste? Un tech évangéliste. Tu veux répondre? Donc un tech évangéliste, en fait, c'est donc moi je suis back-end développeur chez Comet, je travaille sur le produit, mais je suis aussi inséré au sein de la communauté, dans le sens où je m'occupe de tous les projets techniques qui ont un rapport avec la communauté. Par exemple, la qualification peer-to-peer dont parlait Valentin, c'est moi qui ai dirigé le développement de ça. Et donc ça va être tous les projets techniques qui ne sont pas directement sur le produit, mais qui sont liés à la communauté. Satisfait? Quel type de projet peuvent avoir un freelanceur?
Parce que par exemple, il faut avoir des projets qui sont assez complexes, et donc il faut apprendre, qui demandent un certain temps pour comprendre la logique du projet, enfin du code. Par exemple, ça prend 2 mois, 3 mois, enfin, même plus des fois. Donc, en fait, la typologie de projet chez Comet est assez large, c'est-à-dire que la moyenne de nos projets sont 2-3 mois, mais on a des missions de 10 jours, comme des missions d'1 an au Crédit Agricole. Donc la typologie est assez large. On a tout type de besoins. On a des besoins pour des profils qui sont juniors et qui doivent aider une start-up qui vient de se créer à sortir un premier site, sortir un premier prototype. Et on a des projets de plus grosse envergure pour un Renault Digital qui veut faire une application pour la voiture connectée, par exemple. Donc on a vraiment une typologie de projets différents sur des technos différentes. Alors, effectivement, tout à l'heure on parlait d'Angular, il y a des technos qui sont propices aujourd'hui, ou du moins plus demandés par nos clients, c'est React, c'est du Node, c'est de l'Angular, c'est du Java pour les clients type bancaire. C'est les technos aujourd'hui qui sont assez demandés. Du coup, vous parlez beaucoup de dev et tech, mais est-ce qu'il y a une ouverture possible pour les personnes qui vont chercher des missions en gestion de projet, en rédac, en toute une autre partie des finances qui existe un peu aussi? Alors, aujourd'hui, on a fait ce choix en tech et data. Ce sont nos verticales. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire une qualification automatique. Et on sait très bien qu'un développeur, on peut lui faire passer un test de code et c'est assez simple de pouvoir le corriger. Alors qu'un chef de projet, un profil AMOA ou ce genre de profil, c'est plus difficile parce que c'est très subjectif. Aujourd'hui, c'est pas la stratégie de Comet. On va ouvrir des verticales mais qui resteront sur des métiers techniques qu'on peut facilement évaluer, comme l'ingénierie aéronautique ou la mécanique, l'électronique, etc. Aujourd'hui, les profils dits fonctionnels, pour le moment, c'est pas la stratégie de Comet. Ouais. Ce soir, on voit la partie de vos activités en sourcing côté freelance. Quelles sont vos activités avec l'autre sourcing des missions? J'imagine que c'est un peu complètement différent. Ouais. Quels sont les moyens de faire rentrer du business, quoi? Là, vous faites rentrer de la matière, et de l'autre côté, vous faites rentrer du business. Alors, bien sûr, comme dans toute boîte qui vend un produit, on a des commerciaux donc, qui vont voir nos clients. L'avantage de Comet pour un grand groupe aujourd'hui, c'est effectivement qu'il n'y a aucune sous-traitance en cascade, les prix sont clairs et affichés, c'est un produit donc ils peuvent déposer leurs besoins en 3 clics et on répond en 48 heures. En fait, toute cette chaîne de proposition de valeur fait aujourd'hui que nos clients, qui soient dans leur modèle assez ancien ou des jeunes startups un peu dynamiques, sont attirés par l'offre Comet. Et c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que le freelancing est une voie qu'ils n'avaient pas encore forcément étudiée jusqu'à présent. Et par exemple, la Société Générale, jusqu'à il y a encore 1 an, n'acceptait pas de freelance. Alors, il y avait des freelances chez eux, mais ils n'étaient pas déclarés comme tels. Depuis 1 an, on bosse avec la Société Générale et c'est la première fois qu'ils autorisaient officiellement à ce que des freelanceurs puissent travailler chez eux. Donc on a ce travail d'évangélisation aussi auprès des clients pour dire les gars, il va falloir aussi changer parce que demain, c'est une voie qui va prendre de plus en plus de place. Donc voilà, c'est ces propositions de valeur-là qui font qu'aujourd'hui, Comet est très attractif pour les clients. Votre ratio mission freelance, ça fait quoi? Ça fait plutôt une mission pour 5 freelance ou 5 missions pour un freelance actuellement? Alors aujourd'hui, dans notre communauté, on a environ 2500 freelanceurs, on en a 800 qui sont disponibles pour une mission. On a aujourd'hui un ratio à peu près d'1 sur 8, 1 sur 9 freelanceurs.
Tout va dépendre des compétences techniques du freelanceur, parce qu'effectivement, si on est sur une techno soit très ancienne ou soit un peu qui n'est pas vraiment demandée par les clients, on a des technos qui sont effectivement assez peu demandés par nos clients. Si aujourd'hui vous êtes freelanceur disponible en React, normalement vous n'avez pas trop de difficultés à avoir une mission. Alors après, bien sûr, nous, le but, c'est de faire ce matching au mieux et pour que ça matche à 100%. Reste au freelanceur après, lors du call ou de la rencontre avec le client, de gagner sa mission. D'autres questions? Bon, écoutez, merci beaucoup à Comet d'être venu ce soir. Merci beaucoup à vous deux pour les temps de parole et à Sylvain. Alors, avant de se quitter, quelques petites informations. Il y en a beaucoup qui viennent pour la première fois au wagon ce soir. Sachez qu'il y a beaucoup de conférences qui ont lieu au wagon. Vous pouvez toutes les suivre sur le groupe Meetup du wagon Bordeaux, sur la page Facebook du wagon. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'événements à Bordeaux. Il y en a un prochain avec une boîte qui a été mentionnée ce soir qui s'appelle Shine, qui a lieu mardi. Il y aura pas mal de conférences sur les freelances qui vont avoir lieu au cours du mois d'octobre-novembre et les mois qui suivent. Elles seront toutes annoncées sur le groupe Meetup du wagon, donc je vous invite vraiment à suivre ça, ainsi que la page Facebook. On annoncera tout dessus. Est-ce que je devais dire autre chose que j'ai oublié? Je ne vais pas le dire mardi? Pas. Bon, bah, c'est Shine, mardi, c'est Shine qui vient mardi 9 octobre à 19h. Merci à tous, merci à vous deux, merci à Comet. Et puis Comet nous régale ce soir, donc je vous invite à venir discuter autour d'un verre et du truc à manger. Merci à tous, au revoir.